Des tablettes d'argile vieilles de plus de 2000 ans. 11 tablettes d'argile racontent l'histoire d'un roi légendaire. Dans le plus ancien récit de l'humanité, il tient le rôle principal, celui du souverain du royaume d'Uruk. Sa brutalité, sa tyrannie et sa soif de plaisir sont sans limite. C'est un despote impitoyable qui se veut l'égal des dieux. Mais au terme d'un voyage initiatique, il s'amendera et conduira son royaume à la prospérité. Il fera ériger des chefs-d'œuvre de l'architecture et son nom passera à la postérité. Qu'elle soit fictive ou réelle, l'épopée de Gilgamesh n'en constitue pas moins un document unique sur la première civilisation de Mésopotamie. Nous sommes en 1872 à Ninive, dans l'actuel Irak. Il règne une grande animation dans le camp de l'archéologue Austin Henry Layard, où depuis des années, le Britannique met au jour l'ancienne résidence royale des Assyriens. Ce jour-là, un ouvrier fait une découverte exceptionnelle. Sous les décombres, il a découvert l'entrée d'une grande pièce. Dans les niches et sur le sol, des milliers de tablettes d'argile, dont beaucoup sont cassées. Ce sont les vestiges d'une somptueuse bibliothèque, dont on apprendra plus tard qu'elle a été construite par le roi Assurbanipal, voici plus de 2600 ans. Ce monarque cultivé a rassemblé ici les œuvres littéraires de son temps. Certaines tablettes sont gravées des deux côtés d'une écriture serrée et divisée en plusieurs colonnes. Layard identifie ces signes comme étant cunéiformes, une écriture qu'il ne sait pas lire. Supposant que les tablettes d'argile contiennent des informations cruciales sur la vie des Assyriens, il en envoie quelques-unes chez un expert à Londres. Elles s'avéreront beaucoup plus anciennes, datant de l'ère sumérienne, bien avant la civilisation assyrienne. Le British Museum est le théâtre de cette découverte qui met en émoi la communauté scientifique internationale. L'expert mandaté pour déchiffrer les tablettes est l'autodidacte George Smith. Ancien graveur de billets de banque, il maîtrise comme personne l'écriture cunéiforme. La première chose qu'il découvre en automne 1872 est le nom d'un roi, Gilgamesh. Puis, peu à peu, se dévoile un récit légendaire qui a marqué l'histoire et l'imaginaire du Proche-Orient ancien. Le beau Gilgamesh est de sang noble. C'est un homme plein d'audace, à la morale douteuse. Il attache plus d'importance à son bien-être, au luxe et aux orgies qu'à ses devoirs de roi. Il traite ses sujets en esclaves et s'octroie tous les droits, y compris celui de passer la première nuit avec chaque jeune marié. Le souverain décrit dans les tablettes a-t-il réellement existé? À Londres, Andrew George, spécialiste de l'Orient ancien, se penche sur cette question depuis 16 ans. Il y a un grand débat sur Gilgamesh. C'est un peu comme le roi Arthur en Angleterre. Il y a beaucoup de mythes et de légendes qui gravitent autour de lui. Nous n'avons pas encore trouvé de preuve que Gilgamesh a réellement existé, mais c'est tout à fait possible. L'épopée de Gilgamesh est la plus ancienne œuvre poétique de l'humanité, sans cesse réécrite par divers auteurs sur une période de 2000 ans.
La reconstitution des quelques 3000 vers en écriture cunéiforme est un projet titanesque, un immense puzzle. Pour mes recherches sur Gilgamesh, je tenais à voir tous les originaux, c'est-à-dire toutes les tablettes conservées dans les divers musées et collections. Pour cela, j'ai été amené à parcourir le monde entier. J'ai pu étudier de près les différentes tablettes, faire mes propres dessins et les publier. C'était un travail difficile, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. L'Anglais découvre de nombreux fragments de textes inconnus, ce qui lui permet de combler d'importantes lacunes et de jeter une lumière nouvelle sur l'épopée du roi Gilgamesh. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le scribe Sinleque-Unini décrit ce souverain comme étant pour 2 tiers Dieu et pour 1 tiers homme. À l'époque déjà, la vie rocambolesque du monarque est entrée dans la légende, transmise de génération en génération, d'abord oralement, puis par écrit. Sinleque-Unini était, croyait-on, le biographe et le proche conseiller de Gilgamesh. Faux. Le scribe faisait en fait référence à des textes plus anciens, datant de 2800 ans avant Jésus-Christ. Dans la tradition babylonienne, Sinleque-Unini était considéré comme l'auteur de l'épopée de Gilgamesh, parce qu'il lui a donné sa forme définitive. Il a ajouté des éléments, en a enlevé d'autres et a remanié certains épisodes. Il a donné à l'épopée sa version définitive et en a fait ce qu'elle est devenue au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Unini raconte l'histoire d'un homme intrépide qui veut se mesurer avec le monde entier et aspire à l'immortalité. L'auteur n'en fait pas un modèle de vertu. Le protégé des dieux se distingue par son caractère brutal, dont il donne chaque jour la preuve. Au jeu, il se montre impitoyable avec ses adversaires. Le roi d'Uruk est un tyran sadique qui opprime son peuple. Désespérés, ses sujets s'en remettent aux forces célestes. L'aide d'en haut ne se fait pas attendre longtemps. C'est ici qu'entre en scène Enkidu, un être qui vit en harmonie avec la nature et les animaux. 7 jours durant, une prostituée le séduit et l'attire dans une contrée qui lui est étrangère. Puis, elle l'emmène en ville pour qu'il y affronte Gilgamesh. La résidence du roi se trouve en Mésopotamie, dans le sud de l'actuel Irak. C'est là que s'étend le royaume de Sumer, avec sa capitale Uruk, une immense plaine entre l'Euphrate et le Tigre. En général, ces 2 fleuves assurent des récoltes abondantes à la population. Mais en cas de fortes précipitations, des trompes d'eau se déversent dans la plaine, provoquant des inondations qui ensevelissent tout sur leur passage. Cependant, les Sumériens ne se résignent pas à leur destin. Ils inventent un ingénieux système d'irrigation qui canalise l'eau et alimente les champs en toute saison, y compris en période de sécheresse. La construction de canaux si nombreux et si divers est une entreprise colossale que les habitants ne peuvent mener à bien qu'ensemble. Ils désignent des gardiens qui ont pour charge d'entretenir en permanence le fragile réseau et d'assurer la distribution de l'eau. C'est un nouveau métier qui occupe un rang élevé au sein de la communauté. Comme les experts en irrigation ne peuvent plus cultiver eux-mêmes leurs champs ni s'occuper du bétail, d'autres s'en chargent à leur place. C'est la division du travail, un nouveau système social qui offre à chacun suffisamment de nourriture et de vêtements. Certes, le peuple se plaint des impôts qu'il doit verser au roi, mais à force de courage et de persévérance, il fait de Sumer un pays riche et fertile.
l'Institut archéologique allemand possède une antenne à Damas, en Syrie. Un second foyer pour Margaret Van Hess, qui dirige depuis près de 20 ans les fouilles à Uruk. Mais le site a dû être abandonné au début de la Seconde Guerre en Irak. L'archéologue espère pouvoir s'y rendre au plus tôt. Elle craint que les pillards n'aient détruit de précieux vestiges et réduit son travail à néant. En janvier 2007, elle rencontre un réalisateur irakien qui connaît parfaitement la région et compte tourner un reportage sur l'état actuel du site. Une mission à haut risque. Some 300 kilometers down to the south, where you go to Amman and then to Baghdad. Look for the safer route, of course. Huh? You know the times it should be necessary. You will see here the center. En ce moment, le climat politique se durcit et on doit malheureusement s'attendre à ce qu'une guerre civile éclate et qu'elle dure un certain temps. 800 km séparent Damas de Bagdad. Pour gagner le sud de l'Irak, il faut parcourir encore 300 km sur un terrain parfois impraticable. C'est un voyage périlleux, non seulement à cause de la situation politique, mais aussi des bandes armées et des tensions entre les tribus. La région d'Uruk n'est plus qu'un immense désert. La situation était tout autre il y a 5 millénaires, du temps de Gilgamesh. À cette époque, le souverain et le messager des dieux Enkidu se livrent un combat sanglant. À l'origine de ce différend, le droit que Gilgamesh s'est arrogé de déflorer chaque fiancée avant son mariage. Indigné par cette pratique, Enkidu lui bloque l'accès au domicile d'une promise. La bataille qui s'ensuit s'est relatée dans la deuxième tablette de l'épopée. Au petit jour, il n'y a toujours pas de vainqueur, car les adversaires sont de force égale. Épuisé, il se lie finalement d'amitié. Enkidu, envoyé par les dieux pour vaincre Gilgamesh, sera désormais son fidèle compagnon. Leur combat est une scène clé du récit dans laquelle Gilgamesh découvre ses propres limites et il est invité à ne plus abuser de son pouvoir. Institut d'études sur l'Orient ancien de l'Université de Heidelberg en Allemagne. C'est dans ce prestigieux établissement que le professeur Stefan Maol étudie les idées politiques, sociales et religieuses qui sous-tendent le mythe de Gilgamesh. L'assyriologue pense qu'Enkidu, l'ancien adversaire de Gilgamesh, n'est pas qu'une brute invincible. Enkidu est à la nature ce que Gilgamesh est à la culture. C'est un personnage qui esquisse, d'une certaine manière, la voie de l'humanité, le passage de la nature à la culture. À présent, Gilgamesh et Enkidu vivent en parfaite symbiose et leur relation comporte même une dimension charnelle. Ils règnent en tandem sur Uruk. C'est le début de l'apogée de la capitale sumérienne. L'invention du tour de potier compte parmi les avancées techniques de cette époque. Le tour permet aux artisans de fabriquer en grande quantité des céramiques pour l'usage quotidien. La production de masse est née, apportant avec elle de nouveaux métiers, manutentionnaires, gestionnaires ou commerçants. Cette prospérité grandissante attire de plus en plus de villageois dans la capitale. L'accroissement de sa population fait d'Uruk la plus importante de toutes les métropoles du monde connu. Au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, elle comptera entre 30 000 et 60 000 habitants. Pour sécuriser leur transport de marchandises, les commerçants élaborent un système toujours en vigueur aujourd'hui. Le principe en est simple. L'expéditeur place sa marchandise dans un pot et le ferme avec un couvercle en tissu. Puis,
Il scelle le tout avec de l'argile pour protéger son bien de la saleté et du vol. Or, un jour, un marchand a eu l'idée d'imprimer des symboles simples sur l'argile encore humide afin d'indiquer la marchandise renfermée dans le pot et sa quantité. Cela évitait plus tard d'ouvrir le pot pour contrôler son contenu. Parallèlement, les Sumériens dressent des listes pour garder une trace des produits échangés. Cette forme primitive de comptabilité contribuera largement au développement de l'écriture. À l'origine, l'écriture cunéiforme était une écriture pictographique, inventée par des comptables à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Peu à peu, elle a évolué vers une écriture plus schématique, pour la simple et bonne raison qu'il était plus simple de graver de petits symboles au stylet que de dessiner des pictogrammes. Et voilà comment l'écriture pictographique a disparu. Le triangle pubien désigne la femme. 3 triangles désignent les montagnes. La combinaison des 2 signes représente les femmes des montagnes, c'est-à-dire des esclaves. Plus tard, les signes seront disposés en diagonale pour pouvoir écrire plus vite et plus facilement. Au fil des siècles viendront s'ajouter des signes représentant des sons et des syllabes. Finalement, les Sumériens parviendront à transcrire leur langue parlée. En attendant, ce sont les conteurs qui transmettent tout ce qui est digne d'intérêt. Ils captivent leur public en racontant faits, mythes et légendes. Ainsi, l'épopée de Gilgamesh a été conçue pour être exposée oralement. L'une des premières aventures de Gilgamesh et d'Enkidu les conduit jusqu'à la forêt de cèdres des dieux, dans les montagnes de l'actuel Liban. Depuis la Mésopotamie, c'est un long voyage qui d'ordinaire dure 3 mois. Au bout du chemin, une dure épreuve attend les 2 hommes qui devront vaincre le gardien des cèdres, un démon nommé Umbaba. Après seulement, ils pourront abattre les précieux arbres qu'on ne trouve pas à Sumer, mais qui sont indispensables à la construction de grands édifices. Chaque nuit, Enkidu veille sur Gilgamesh, qui est assailli de cauchemars oppressants, provoqués par sa crainte d'affronter le géant. Son fidèle ami n'arrive pas à le réconforter. Il se résout à interpréter les sombres images de la nuit et à implorer l'aide des dieux d'Uruk. C'est alors qu'intervient Shamash, le dieu du soleil, qui conseille aux 2 hommes d'attaquer au plus vite Umbaba le démon. Enkidu et Gilgamesh reprennent aussitôt la route et effectuent le trajet en quelques semaines seulement. La Mésopotamie est un pays où il n'y a pas vraiment de bois de construction. Un prince qui souhaite bâtir de grands édifices avec de vastes salles doit se procurer le bois et les poutres à l'extérieur de la Mésopotamie. La 5e tablette raconte en vers l'affrontement sanglant avec Umbaba. Les héros attirent le colosse hors de la forêt, où il est paralysé par des tempêtes provoquées par les dieux. Au terme d'un combat impitoyable, le monstre succombe sous les coups de Gilgamesh. Son cadavre est déchiqueté par Enkidu, qu'on dirait possédé par une bête sauvage. Puis les 2 hommes abattent les cèdres et les ramènent chez eux. Dans l'Antiquité, ces forêts de cèdres s'étendent jusqu'à l'actuelle Syrie. L'exportation du précieux bois apporte la prospérité aux souverains de toute la région. C'est le cas de la cité commerciale d'Ebla, qui profite grandement de l'expansion de la construction au Proche-Orient antique. L'archéologue Margaret Van Hess voit dans ce pillage des cèdres une référence à des événements historiques réels. Ici, à Ebla, les archéologues ont constaté que vers 2600-2500 avant Jésus-Christ, la région s'est urbanisée. On construit de grands bâtiments, les gens s'enrichissent.
Et pendant cette phase, les contacts avec la Mésopotamie s'intensifient, comme le montrent les objets retrouvés ici, dans le palais royal. Pauvre en matière, le royaume de Sumer doit aussi faire venir des minerais de lointaines contrées. Argent, cuivre, lapis-lazuli et or. Ce sont ces nombreuses importations qui assureront la splendeur et le faste de sa capitale. Les ruines d'Uruk abritent peut-être encore des objets précieux. Une aubaine pour les pillards. Toutefois, les images du réalisateur irakien ne montrent aucune trace de saccage, preuve que le site est correctement surveillé. En revanche, l'archéologue découvre les signes d'une érosion croissante. Elle a d'ailleurs du mal à distinguer les différents complexes dans ce vaste ensemble. Avec une superficie de 5,5 km², soit près de 3 fois Monaco, le site d'Uruk est un immense défi pour les archéologues. En 4 millénaires, les couches archéologiques se sont sans cesse élevées. Les experts peuvent les dater, mais sans objet témoin, il leur est impossible de les associer de manière certaine à un souverain. C'est un chercheur anglais qui a découvert les ruines au milieu du 19e siècle. Mais ces fouilles se sont révélées infructueuses. En 1912, l'empereur allemand Guillaume II autorise ses archéologues à explorer le site. Mais les guerres viennent sans cesse entraver les travaux et 1/100 du terrain seulement a pu être sondé. Ces images de la campagne archéologique de 1963 laissent entrevoir toute l'ingéniosité des architectes des palais et temples sumériens. Les murs dégagés à grand-peine lors de ces fouilles sont aujourd'hui de nouveau ensevelis. Vouloir retrouver des traces de Gilgamesh équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. En général, les ruines du sud de la Mésopotamie sont composées d'un seul matériau, des briques empisées. Or, celles-ci ont subi une forte érosion dans le passé, car le pisé se désagrège sous l'action de la pluie ou du vent. Certaines structures se sont néanmoins conservées. Ce sont généralement les fondations que nous pouvons dégager. Mais une fois qu'elles sont mises au jour, elles deviennent extrêmement vulnérables. Pour préserver les vestiges les plus importants que nous découvrons, il nous faut finalement les remblayer. Un monticule se dresse au milieu du site. Ce sont les vestiges d'un temple appelé ziggurat. Dans toute la Mésopotamie antique, ces édifices servent d'asile aux dieux. Le panthéon des Sumériens est un ensemble de divinités masculines et féminines. C'est la belle Inanna Ishtar qui veille sur Uruk. Déesse de l'amour, de la fécondité, de la guerre et de la mort, Gilgamesh lui dédia le temple le plus élevé de la ville, comme le relate l'épopée. Approche de Léana, demeure de la déesse Ishtar, nul roi ne fera plus pareille construction. En l'honneur de la puissante divinité, les habitants célèbrent chaque année un rituel de fertilité, le mariage sacré. Au cours de ce culte, le roi doit s'unir sexuellement avec une prêtresse vierge qui l'attend dans le temple. Lorsque Gilgamesh rentre victorieux de la forêt de cèdres, la grande cérémonie est imminente. Le monarque se purifie des souillures du voyage avant d'accomplir le devoir sacré. Il est assisté dans sa préparation par des serviteurs soigneusement sélectionnés et par la jeune prêtresse. Soudain apparaît Inanna Ishtar, auréolée des flammes de la passion. La déesse veut séduire elle-même le héros et le prendre pour époux.
Mais Gilgamesh se refuse à la déesse. Lequel de tes amants as-tu aimé pour toujours? Tu les as séduits, puis battus et ensorcelés. Si je me donne à toi, je subirai le même sort qu'eux. Ishtar n'en revient pas. Elle est profondément blessée par les paroles de Gilgamesh. Rien ne peut convaincre l'arrogant souverain. Furieuse, Ishtar disparaît. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Dans la 6e tablette de l'épopée, l'homme se révolte contre les dieux. Gilgamesh maudit Ishtar, surestimant peut-être en cela ses forces. La vengeance divine ne se fait pas attendre. Piquée au vif dans son amour-propre, Ishtar inflige une violente fièvre à Enkidu qui lui sera fatale. La peine de Gilgamesh est immense et ses pleurs montent jusqu'aux dieux. Il enjoint tous ses sujets à partager son chagrin. Pour la première fois de sa vie, le despote prend conscience du caractère implacable de la mort. Pendant plusieurs jours, le roi désespéré veille auprès du défunt. Lorsque des vers surgissent du cadavre, il se résout à organiser des funérailles dignes de son fidèle ami. Gilgamesh sait qu'une malédiction pèse sur lui. Une peur inconnue de lui jusque-là germe dans son cœur. Sa soif irrépressible de combat, de jeu et de plaisir s'est dissipée. Le roi en crise décide de devenir immortel. Il se débarrasse des insignes du pouvoir, abandonne tout et part à la recherche du seul homme qui peut l'aider dans sa quête. Il emprunte un chemin long et difficile. Selon la légende, l'aventurier aurait marché jusqu'au bout du monde. Il réussit avec brio la première épreuve, tuer des lions sauvages qui voulaient le dévorer. Il arrive enfin au mont Jumeau, à l'extrémité est de la Terre, là où le ciel repose. Au centre, il aperçoit un trou sombre, la porte de la voie solaire. Le héros s'approche de l'entrée, gardé par 2 terribles hommes scorpions. Aucun mortel n'a jamais emprunté la trajectoire de l'astre suprême. Lors de sa quête de l'immortalité, Gilgamesh parvient au mont Mashu, qui se trouve au bout du monde. Il doit emprunter le chemin par lequel le soleil passe pour se lever et se coucher. Gilgamesh engage une course contre le soleil. Il doit traverser le tunnel avant que l'astre ne le rattrape et ne le réduise en cendres. C'est la première étape de son voyage au-delà du monde habité par les hommes. C'est la découverte d'un autre monde. Le royaume de Sumer se trouvait entre l'Euphrate et le Tigre. Les montagnes de l'Iran et du Liban marquaient les confins du monde. Un tunnel passait à travers chacun des 2 plus hauts sommets. Le soleil se levait le matin à une extrémité et disparaissait le soir à l'autre. Au-dessus, les 7 cieux des dieux formaient une voûte. Sous terre, c'était le royaume des morts, un véritable monde parallèle. Plus profondément encore se trouvait l'océan d'eau douce qui alimentait les sources et les fleuves. Enfin, les eaux de la mort encerclaient tout l'univers connu. Pour l'époque, c'était une théorie visionnaire. 2000 ans plus tard, une tablette d'argile babylonienne traduit encore la même représentation du monde. Après avoir franchi les montagnes et vécu de nombreuses aventures, Gilgamesh atteint les rives des eaux de la mort. Le roi d'Uruk oblige le passeur à franchir les flots avec lui et à l'emmener sur une île. Un très vieux sage y habite, Utanapishtim, le seul humain qui soit devenu immortel. L'histoire qu'il raconte au roi évoque une violente inondation qui bouleversa le monde des hommes. Lorsque George Smith, l'Anglais qui le premier déchiffra l'épopée de Gilgamesh,
tombe sur ce passage de la 11e tablette, sa surprise est de taille. Il y découvre qu'un très vieil homme, le sage Utanapishtim, qui habite l'île, et sa femme sont les seuls survivants d'une inondation déclenchée par les dieux en guise de châtiment. La ressemblance avec l'histoire de Noé et du déluge biblique est évidente. Selon des témoins, lorsqu'il a compris la portée de ce qu'il lisait, il s'est levé et a couru dans toute la pièce en retirant ses vêtements. Nous sommes portés à croire qu'il n'était pas complètement nu. Mais il était sûrement moins vêtu qu'il ne convenait à un employé de musée sous l'époque victorienne. Certaines parties de l'épopée de Gilgamesh correspondent mot pour mot au déluge de l'Ancien Testament, dont on pensait qu'il avait été écrit bien plus tard. Ainsi, le sage Utanapishtim dit à Gilgamesh: « Lorsque le 7e jour se leva, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'envola, mais elle revint. Puis je pris une hirondelle et la lâchai, mais elle revint. Je pris un corbeau, le corbeau s'envola et ne revint pas. » Utanapishtim et sa femme ont survécu au déluge parce qu'ils ont construit une arche sur ordre des dieux. Quand les eaux ont baissé, ils ont échoué sur une montagne. En 1872, la concordance des textes soulève une question dans l'opinion publique. L'Ancien Testament aurait-il été écrit à l'époque des Sumériens? Pour l'Église, ce serait insupportable. En 1927, l'archéologue britannique Leonard Woolley entreprend des fouilles dans la ville sumérienne d'Ur, à 80 km environ de l'ancienne capitale Uruk. Il découvre notamment un cimetière royal exceptionnel. Dans beaucoup de tombes, les souverains ont été enterrés avec leurs suites, qui devaient les accompagner dans l'autre monde, leur apporter à manger et les divertir en jouant de la musique. Mais surtout, l'anglais met au jour une couche géologique homogène de plus de 3 mètres d'épaisseur, sans fossiles ni traces de peuplement. Cela semble confirmer la thèse d'une inondation prolongée. À l'Institut géologique de l'Université de Marburg, en Allemagne, des spécialistes étudient depuis longtemps cette découverte insolite. En 2002, l'Allemand Helmut Bruckner a entrepris des fouilles sur le site d'Uruk. Sur les photos des échantillons géologiques, il identifie clairement la couche que Woolley a découverte en 1927. Sous les dépôts éoliens se trouve la couche archéologique la plus récente, avec des traces de peuplement humain. En dessous s'étend une large bande de sédiments provenant d'une inondation. Enfin, 10 mètres plus bas, on distingue à nouveau une couche témoignant d'activité humaine. Nous sommes descendus jusqu'à 17 mètres de profondeur, où nous avons trouvé ce sable très homogène, appelé sable des dunes. Au-dessus, nous avons repéré des couches correspondant à une inondation. Autrement dit, nous savons que l'Euphrate et le Tigre sont probablement sortis de leur lit et que ces alluvions, ces sédiments fluviaux, se sont accumulés ici. Pour le géologue, c'est une preuve scientifique qu'au moins une grande inondation a eu lieu à Sumer. Cette grande inondation pourrait s'expliquer par le fait que le pays est très plat. Envisageons un scénario catastrophe. Les vents du sud s'abattent sur le golfe Persique, le niveau de l'eau monte et il y a de fortes précipitations dans les bassins de l'Euphrate, du Tigre et du Karun, le troisième fleuve qu'on oublie trop souvent. On peut tout à fait imaginer que la réunion de ces conditions ait provoqué d'énormes inondations, il y a 1000 ou 10 000 ans. Une catastrophe de cette ampleur est restée gravée dans la mémoire de l'homme, comme le montre l'épopée de Gilgamesh. Le roi d'Uruk veut tout savoir sur le déluge et le secret de la vie éternelle. Mais Utanapishtim le traite d'égoïste et d'incapable. Utanapishtim est un vieil homme sage qui sait donner des leçons. Et après avoir déçu Gilgamesh en lui disant qu'il ne trouverait pas le secret de l'immortalité,
Il lui demande de ne pas dormir pendant 7 jours et 7 nuits. Gilgamesh échoue lamentablement. Trop fatigué par ses nombreuses épreuves, il ne tarde pas à dormir à point fermé. Tous les jours, la femme d'Utanapishtim dépose un pain frais près de son campement. Le héros ne le remarque même pas. Les restes de pain moisi sont la preuve de son inaptitude. S'il n'est même pas capable de vaincre le sommeil, le petit frère de la mort, comment peut-il prétendre à la vie éternelle? En guise de consolation, le sage lui indique où pousse une herbe qui rendra sa jeunesse au souverain. Après être allé chercher la précieuse herbe de jouvence dans l'océan d'eau douce, le roi s'est étendu pour se reposer. Profitant de son sommeil, un serpent s'approche de sa couche. Il a senti le parfum envoûtant de la plante. Le reptile dérobe l'herbe magique et dès qu'il l'avale, mue et rajeunit. Gilgamesh se retrouve bredouille. Au comble du désespoir, le roi entame une métamorphose intérieure. On se lance dans de grandes aventures, on échafaude des projets dans l'espoir d'en tirer profit. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a rien à gagner. Mais on trouve autre chose. Gilgamesh n'a pas trouvé l'immortalité, mais la sagesse. Il a appris à mieux se connaître et à mieux connaître sa part d'humanité. Voilà ce qu'il a rapporté à Uruk. Sur la route qui le ramène à Uruk, Gilgamesh est plongé dans ses pensées. À présent que le long chemin de la connaissance est derrière lui, il doit accomplir sa destinée, protéger le peuple de Sumer et subvenir à ses besoins. Lui, le tyran qui se voulait l'égal des dieux, est devenu un bon berger, comme le raconte l'épopée. Gilgamesh a compris qu'il était mortel, comme tous les hommes, et que pour parvenir à la gloire éternelle, il lui fallait accomplir de grandes œuvres. Il s'y attelle sans tarder et met sur pied un gigantesque projet architectural qui doit faire d'Uruk une cité florissante. Il donne la fabrication de milliards de briques en pisé. Tous les ouvriers du royaume sont mis à contribution. Les bâtiments sont construits avec ce matériau qui a fait la réputation de la Mésopotamie. L'œuvre phare du souverain est le mur de protection qui entoure Uruk. Avec ses 11 km de long pour 9 de haut, c'est le plus grand rempart de l'Antiquité. « 5000 ans après la construction de la gigantesque muraille, on distingue encore ses fondations érodées. Jusqu'ici, les archéologues n'ont pas pu identifier son architecte. Je dirais que la renommée de Gilgamesh repose sur la construction de cet ouvrage. C'est vraiment le rempart le plus long que l'on connaisse, et sans doute aussi le plus imposant parce qu'il était très structuré. Cela a dû impressionner les gens. Uruk était une ville imposante et hors du commun. L'épopée vante sa démesure, chiffre à l'appui. 3600 arpents de cité, 3600 arpents de verger et 1800 arpents le temple d'Ishtar. En 1936, la Société orientale allemande engage des archéologues pour mettre au jour le bastion. Ce qui surgit du sable dépasse toutes les attentes. Une saillie se dresse tous les 9 mètres, une tour de guet tous les 100 mètres. Plusieurs pans du rempart ont été construits en briques cuites pour les protéger du vent et des intempéries. Les chercheurs parviennent à dater l'ouvrage entre 2900 et 2600 ans avant Jésus-Christ. Ils font par ailleurs une découverte sensationnelle. Le nom de Gilgamesh figure sur une stèle avec la liste des rois sumériens. D'après celle-ci, il aurait régné vers 2600 ans avant Jésus-Christ. Il n'est pas exclu que Gilgamesh, l'un des premiers rois d'Uruk, à l'origine de nombreuses légendes, ait bel et bien existé.
nous pensons que c'est possible. Avant la construction du mur d'enceinte, Uruk avait unifié 2 villes distinctes. C'est aussi pendant le règne de Gilgamesh qu'eut lieu la restauration des temples détruits par le déluge. C'est du moins ce que dit l'épopée. Au début du 3e millénaire, Uruk devait compter entre 30 000 et 40 000 habitants. Cette estimation est obtenue à partir du nombre de champs entourant la ville, qui indique combien de personnes pouvaient en tirer leur subsistance. Uruk ne tarde pas à devenir une mégapole effervescente. Sa puissance économique lui permet d'étendre son influence bien au-delà des frontières et de jouir d'une renommée mondiale. Dans ce paysage, aujourd'hui dominé par un sol aride et des morceaux de débris, s'étendait autrefois un jardin luxuriant et fleuri, des champs et des palmeraies. Des documents anciens indiquent qu'un bras de l'Euphrate et de nombreux canaux traversaient Uruk, ce qui en faisait une véritable oasis. Le géophysicien allemand Jörg Fassbinder a réalisé un magnétogramme de l'ensemble du site pour obtenir une représentation de son sous-sol. À cette fin, il a délimité des carrés de 40 mètres sur 40 chacun. Cet appareil sensible et ultra sophistiqué mesure les moindres perturbations du champ magnétique terrestre. Il ne tolère la présence d'aucun métal dans un rayon de plusieurs mètres, et c'est pourquoi sa structure est en bois et sa visserie en argent. Cette opération permet aux scientifiques de sonder le sol en profondeur sans avoir recours à la pioche. Chaque sol a une stratification naturelle. Si l'homme est intervenu d'une manière ou d'une autre, il a creusé le sol au cours des 5000 dernières années, la stratification naturelle et le champ magnétique s'en trouvent perturbés. C'est un outil de haute précision, lourd et pénible à manier. Chaque jour, le géophysicien parcourt 30 km sous une chaleur de plomb. Cependant, ses efforts ont été récompensés. Les segments mesurés confirment les indications des documents anciens. Comme le montre le magnétogramme, un réseau de cours d'eau quadrillait effectivement Uruk. La métropole commerciale était parcourue de larges voies navigables et de petits canaux destinés à irriguer des jardins. Il y avait peut-être même un trafic fluvial à Uruk. Suite aux mesures magnétiques réalisées en 2001 et 2002, nous avons dû revoir complètement notre vision de la ville. Aujourd'hui, je pense qu'elle était bien plus verte et plus arrosée de cours d'eau qu'on ne le croyait. Nous savons aussi qu'un canal coulait tout autour de la ville et que de là, de nombreux petits canaux irriguaient les champs. Ce devait donc être une région très verte. D'autres sondages géologiques ont confirmé cette analyse et ont permis en outre d'expliquer la présence de ces étranges monticules. Il s'agit de sédiments qui se sont déposés au fond des canaux au fil des siècles. Leur dureté leur a permis de mieux résister à l'érosion, contrairement au sol arable. Avec ces découvertes, c'est la première fois que les chercheurs observent une concordance entre les données recueillies sur le terrain et les textes de l'épopée. Savoir ainsi tirer profit de l'eau témoigne d'une grande ingéniosité et d'une prouesse révolutionnaire pour son époque. Wir haben inzwischen trocken Wüstenboden, quasi eine. Aujourd'hui, nous avons devant nous un sol sec et désertique, une étendue de terre poussiéreuse où il n'y a ni eau, ni végétation possible. Alors qu'il y a 4 ou 5 000 ans, la ville était sillonnée de canaux.
On pourrait presque la qualifier de Venise du désert. La cité possédait au moins une porte d'eau permettant d'accéder à ces trois ports. Pour faire venir des marchandises, il fallait passer par ce goulet bien surveillé. À proximité immédiate, les experts ont fait une découverte surprenante. Dans le lit du fleuve, on a découvert une structure architecturale en forme de bloc qu'on ne s'attendait pas à trouver là. L'appareil de mesure a relevé cette structure à l'extérieur de la ville. Un rectangle noir au milieu du cours d'eau. L'édifice, de 7 à 9 mètres de long, est composé de briques cuites, ce qui indique que sa structure était conçue pour être résistante. Aucun chercheur n'a encore étudié cette énorme construction. Puis la traduction d'un texte inconnu sur Gilgamesh est parue à Genève. Dans les années 70, on a découvert des fragments de tablettes cunéiformes dans une ancienne école au sud de Bagdad. Une trentaine d'années plus tard, le sumérologue Antoine Cavigno s'attaque à leur traduction. L'histoire sur laquelle il a planché est près de 1000 ans plus ancienne que celle de Sinlekeunini. Le chercheur suisse la situe vers 2000 avant Jésus-Christ. Les vers décrivent l'enterrement du souverain légendaire d'Uruk. La tablette Gilgamesh et la mort raconte comment Gilgamesh meurt, comment on construit sa tombe au milieu de l'Euphrate et comment on l'enterre avec sa suite. Ils cernèrent l'Euphrate et en vidèrent l'eau. Les graviers se figèrent à la vue du dieu soleil. Dans le lit de l'Euphrate, la terre sèche se brisa. Il fit construire la tombe en pierre, les murs en pierre, les verrous et le seuil de la porte en diorite très dur, et fit recouvrir les poutres d'or pur. Les archéologues savent que, dans bien des civilisations et à différentes époques, les souverains étaient enterrés avec leur suite de serviteurs. Il en va peut-être de même pour le rite funéraire célébré à Uruk. On n'en a pas la preuve scientifique. Margaret Van Hess, pour sa part, ne voit pas de lien entre la description du tombeau et ce qu'on a découvert à Uruk. Ce qui est frappant, c'est qu'on a trouvé des tombes de serviteurs datant du début du 3e millénaire, ce qui correspond en gros à l'épopée de Gilgamesh. Et la tablette, Gilgamesh et la mort, décrit une situation analogue. Nous sommes donc bien à la même époque, ce qui est évidemment très intéressant. En 1927, l'archéologue britannique Leonard Woolley met au jour, à Our, au sud d'Uruk, une grande nécropole contenant plusieurs chambres funéraires. Il y trouve quantité d'offrandes en or destinées à accompagner le défunt dans l'au-delà, et des tombes de serviteurs. Il est clair qu'un monarque a emmené toute sa suite avec lui dans son dernier voyage. 70 squelettes, soigneusement alignés les uns à côté des autres. Leur position montre qu'ils n'ont pas subi de violence et qu'ils ont probablement mis fin à leur jour en s'empoisonnant. Les rois d'Ur connaissaient peut-être la légende de la mort de Gilgamesh et en ont repris le cérémonial. Se pourrait-il que le bâtiment en pisé, situé dans l'ancien cours de l'Euphrate, à Uruk, ait été destiné à Gilgamesh? Il y a cependant un problème géologique. En effet, le cours du fleuve s'est rétréci après sa canalisation. Ainsi, à l'origine, l'édifice aurait pu très bien être bâti sur la rive du fleuve, et non pas en son milieu. En fait, on ignore depuis quand il reposait sous l'eau. Ce serait formidable de pouvoir certifier qu'il s'agit de la tombe de Gilgamesh. Pour cela, il faudrait d'abord prouver que ce sont vraiment des tombes. Puis on devra entreprendre des fouilles. Avec mes méthodes, je pourrais démontrer qu'on a affaire à une structure construite par l'homme.
Il y a des gens qui pensent avoir trouvé la tombe de Gilgamesh. C'est une erreur. C'est un peu comme si on cherchait le roi Arthur ou l'arche de Noé sur le mont Ararat. C'est une fausse piste. Tout cela, c'est de la littérature. Il vaut mieux admirer la créativité et l'imagination des anciens plutôt que d'essayer de chercher des reliques. Il faudra entreprendre d'autres fouilles pour répondre aux questions restées en suspens, dont l'énigme du bâtiment en Pizé découvert récemment. Des Bédouins gardent la ruine tant que les troubles persistent en Irak. Pour les chercheurs, il ne reste plus qu'à attendre, même si l'issue demeure incertaine. Durant des millénaires, l'épopée de Gilgamesh a servi de modèle pour l'enseignement de l'écriture cunéiforme dans les écoles. Des copies ont circulé en Syrie, en Palestine et dans l'actuelle Turquie. La légende du souverain repenti s'est transmise de génération en génération. Ce n'est qu'avec l'apparition d'alphabets plus simples que l'épopée de Gilgamesh tombera dans l'oubli. Mais les thèmes qui y sont abordés seront repris plus tard par d'autres œuvres fondatrices comme la Bible, l'Iliade d'Homère ou les contes des Mille et une nuits. En tant que roi, Gilgamesh n'est toujours qu'un fantôme. Mais en tant que héros aspirant à la vie éternelle, il est entré à jamais dans la légende. La semaine prochaine, rendez-vous 2000 ans avant notre ère. En ce temps-là, ceux que l'on appelle les peuples de la mer ravagent l'Asie mineure et le Proche-Orient. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? L'Ancien Testament mentionne l'un de ces peuples, les Philistins, et raconte le duel qui opposa leur champion, le géant Goliath, à David, futur roi d'Israël. À la semaine prochaine, ou à tout de suite sur le net. Une grande roue dans la